Parti. Bien, bonsoir à tous pour cette 6e rencontre web de l'association Le Passage. Merci d'être fidèles, présents, parce qu'il y en a vraiment qui sont là depuis le début, je les reconnais. Je rappelle le fil de ces rencontres depuis le mois de septembre et qui vont se terminer d'ici 8 jours pour cette année, 15 jours, pardon, c'est dans 15 jours. Nous avons donc une série de rencontres avec des personnes qualifiées qui sont capables de nous parler d'une part de médiation équine à visée thérapeutique, dite équithérapie, et d'autre part de ce qu'on appelle l'état de stress post-traumatique, malheureusement d'actualité, encore plus aujourd'hui, et qui nous intéresse sur le plan des jeunes, des enfants notamment. Et la question qu'on pose à travers ces visioconférences, c'est la question de la pertinence de rapprocher ces deux secteurs et d'imaginer un jour pouvoir mettre en œuvre quelque chose d'opérationnel et de fonctionnel, d'évaluer, pourquoi pas, à travers un programme de recherche qui permette de vérifier donc si effectivement les équidés peuvent avoir un effet thérapeutique sur des enfants souffrant de stress post-traumatique. Alors, je rappelle que on a une petite expérience pilote lancée par Lina Rossetti, équithérapeute à Nice, et qui travaille avec Le Passage. Lina, donc, depuis 3 ans maintenant, travaille avec des enfants particulièrement touchés par l'attentat de Nice, et avec des résultats fort prometteurs. Donc, on a eu des échanges très intéressants depuis le mois de septembre, et on a eu les témoignages de personnes qui viennent effectivement nous rapporter déjà d'une part que la médiation équine à visée thérapeutique fait sens. Et ce soir, pour conforter, je l'espère, enfin j'en suis sûr même, cette approche d'une équithérapie effectivement crédible qui doit se positionner et prendre toute sa dimension comme thérapie complémentaire par rapport à ce qui est mis en place de conventionnel en France. Eh bien, nous avons avec nous Marianne Vidamant, docteur vétérinaire et qui œuvre dans un institut que je vais lui laisser nous présenter, les ex-haras nationaux de France, et qui, à travers cet institut, réalise donc des programmes tout à fait remarquables, je dois dire, de rencontres, et puis aussi d'appui dans la recherche, mais je vous laisserai le présenter si vous le voulez bien. Et puis nous avons Boris Albrecht, qui est directeur de la Fondation Sommer. Alors je pense que ce n'est pas besoin de rappeler ce qu'est ces fondations, mais je laisserai présenter Monsieur Albrecht l'histoire notamment et la genèse de cette fondation, avant lui aussi de présenter les appuis particulièrement que cette fondation apporte à certains programmes liés à la médiation équine à visée thérapeutique. Donc merci à tous les deux d'être là, toujours pareil, on est là pour jusqu'à 19 h. Le chat est là pour vous permettre de poser vos questions et vos remarques. Et puis voilà, on va démarrer avec vous, Marianne Vidamant. Donc, est-ce que vous pourriez déjà vous présenter, un peu mieux que je ne l'ai fait, et puis présenter l'IFCE, s'il vous plaît. Donc, bonjour à tous. Donc, comme vous l'avez dit, je suis vétérinaire de formation, mais en fait, j'ai très peu exercé en clientèle et j'ai été embauchée dans les haras nationaux en 1985. À l'époque, il s'appelait l'Institut du Cheval, donc, enfin, la partie qui m'a embauchée. Donc, vous voyez, ça n'a pas beaucoup évolué depuis. Moi, j'ai changé pas mal de noms d'employeurs, mais c'était toujours la même maison. Et donc, j'ai commencé d'abord par faire de la reproduction, puisqu'on était les haras nationaux. Et puis, en 2007, on m'a demandé si ça m'intéressait de changer pour le comportement du cheval. Est-ce que j'ai dit oui. Et puis derrière, dans ce cadre-là, j'ai commencé à mesurer des chevaux d'équithérapie. Et du coup, quand il y a eu besoin de quelqu'un concernant la médiation animale, on m'a proposé d'adjoindre cette corde à mon arc et j'ai dit également oui.
Donc voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Et c'est depuis quand vous dites que vous êtes vraiment impliqué sur les questions d'équithérapie? 2000, 2007, c'était le comportement, et 2010, par là, 2010, 2012, l'équithérapie. Oui, il y a quand même déjà un précédent, hein. Il y a déjà quand même une petite histoire. Et l'IFCE, vous pourriez nous en dire quelques mots de cet institut? Quelle est son action principale? Alors en fait, l'IFCE, c'est donc le regroupement de l'École nationale d'équitation de Saumur et les haras nationaux, regroupement qui a eu lieu, je crois, en 2010. Oui, voilà. Non, parce que j'ai préparé les choses, mais je ne connais pas ça par cœur. Il n'y a pas de Et je n'ai souci. pas retrouvé toutes mes notes. Euh, donc deux entités qui s'occupent des chevaux depuis très très longtemps, puisque ça date de l'Ancien Régime. Mais les missions, évidemment, ont évolué. Et en fait, actuellement, les 6 missions de l'IFCE sont donc de rechercher, innover, développer et transférer les savoirs qui concernent tout ce qui est la filière équine, former pour développer les compétences professionnelles, valoriser le patrimoine équestre français, assurer l'expertise réglementaire et l'accompagnement de la filière, sécuriser la traçabilité sanitaire et contribuer aux politiques de soutien des sports équestres. Alors c'est Voilà. ça, on est dans le classique, on connaissait donc les haras nationaux et effectivement c'est quand même très prestigieux, hein, au niveau de l'État français. C'est une vitrine aussi, hein, pour la France, que cet institut. Ce qui m'intéresse, est-ce que vous savez comment s'est fait progressivement l'intérêt grandissant pour la médiation équine à visée thérapeutique? Est-ce qu'il y a une personne en particulier? Quelle est l'histoire qui fait que dans les années 2010, effectivement, l'Institut va commencer à intégrer cette question-là dans son giron? En fait, je pense que l'histoire a commencé plus tôt. Et par contre, je ne peux pas vous donner exactement les dates parce qu'à ce moment-là, j'étais bien dans la maison, mais pas du tout impliquée dans ce domaine. Il y a un grand monsieur de la maison qui s'appelle Henri Blanc, qui est décédé la semaine dernière, qui a impulsé notamment tout ce qui est recherche sur la reproduction équine et notre position à l'INRA de Nouzilly là-dessus. Qui avait aussi impulsé en fait des actions en faveur de l'équitation adaptée et plus de ce qu'on appellerait handi-cheval. Et donc, il y a eu plusieurs conférences organisées en France, mais qui étaient de dimension et d'envergure internationale, peut-être dans les années 82, dans les années 80. Voilà. Et puis, je ne sais pas trop ce qui s'est passé après, mais moi, je n'en ai pas entendu parler et puis ça n'a pas perduré. Et Et vous, c'est et vous ne et c'est savez pas ensuite, pourquoi c'est revenu dans l'actualité de l'IFCE? eh bien, en fait, c'est ma responsable de l'époque qui s'appelait Françoise Clément, qui voyant l'évolution de la médiation équine, on voyait passer de temps en temps des rapports là-dessus. Il y avait des gens de la maison qui s'y intéressaient. À souhaiter, dans la mesure où nous étions en train de devenir un établissement, je dirais, d'appui technique tout azimut, qui a souhaité en fait avoir aussi une personne ressource sur le sujet. Alors effectivement, on avait plusieurs personnes qui s'intéressaient à cela et qui en faisaient à l'intérieur des haras nationaux, enfin de l'IFCE. Notamment une dame qui s'appelait Monique Lebon et qui était à Villeneuve-sur-Lot.
On verra tout à l'heure dans quelques exemples de registres d'intervention de l'IFCE. Mais dernière petite question, est-ce que c'est un sentiment erroné de ma part, mais l'IFCE semble de plus en plus s'impliquer sur cette question-là et investir sur ce secteur? En fait, l'IFCE se rend compte que c'est un secteur important, que c'est une autre façon d'utiliser le cheval, une façon complètement différente d'utiliser le cheval. Et donc, en fait, il y avait eu des études prospectives, il y a des études prospectives qui sont faites tous les 5 ans à peu près. Et déjà, dans la première, qui date peut-être d'il y a 5 ou 8 ans, le cheval citoyen, entre guillemets, était un des scénarios qui avait émergé comme une des évolutions potentielles du cheval dans la société. Dedans, dedans avait été mis les chevaux pour la médiation équine et les chevaux pour les villes. Enfin, les chevaux… pour les polices municipales? Police municipale, enfin, différents services en ville. Rendus dans les cités. Voilà. Et effectivement, on a là une vraie évolution. C'est-à-dire que moi, en tant qu'animateur, décidant de rapporter le rôle que l'équithérapie peut jouer dans les soins, etc., au niveau de certaines personnes handicapées, psychotraumatisées, de savoir que l'IFCE intègre désormais de manière très sérieuse ce sujet et le questionnement, je parle toujours de questionnement, mais les problématiques que sont soulevées sont crédibles. Et donc, je trouve que c'est tout à fait remarquable comme initiative. Donc, la crédibilité n'est quasiment plus à démontrer. Elle reste encore grâce, et on en parlera tout à l'heure, aux programmes de recherche qui se mettent en place, que vous soutenez et qui commencent à se structurer, effectivement, de vérifier là la pertinence thérapeutique de l'équithérapie. Mais en tout cas, il y a des organisations qui soutiennent, très sérieuses, qui désormais soutiennent, et on sait aussi que la FFE, la Fédération française d'équitation, s'intéresse maintenant aussi de près à cette question-là. Merci à vous pour cette première intervention. Alors, autre organisation de référence et certainement la plus connue dans la médiation animale, c'est bien sûr la Fondation Sommer. Merci Monsieur Albrecht d'être présent avec nous. Eh bien, si vous pouviez déjà vous présenter-vous, peut-être dire depuis combien de temps vous êtes là, et puis bien sûr en quelques mots nous présenter la genèse de cette fondation qui est très très intéressante. Oui, merci pour votre invitation et merci aux personnes connectées. La Fondation Adrienne et Pierre Sommer, je l'ai rejointe. J'ai été le premier poste créé à la Fondation Sommer. Donc j'ai intégré la fondation en 2008, mais c'est une fondation qui est beaucoup plus ancienne, qui existe. On va fêter nos 50 ans l'année prochaine. Et elle a été créée par 2 industriels des Ardennes, qui étaient Adrienne et Pierre Sommer, qui étaient passionnés par les interactions humains-animaux et ce que l'animal, comment l'animal domestique ou familier pouvait apporter, qu'est-ce que l'animal domestique ou familier pouvait apporter à l'humain et notamment aux enfants. Donc, à leur décès, le capital de leur industrie est venu rejoindre leur fondation, ce qui fait qu'aujourd'hui, on tourne uniquement avec les intérêts du capital que nous ont laissé les fondateurs et qu'on ne fait pas du tout appel à la générosité du public. Alors peut-être je vais faire une petite parenthèse parce que beaucoup de personnes confondent souvent une association et fondation. C'est pas tout à fait le même modèle. Une association, vous avez un objectif commun avec des membres qui participent et qui cotisent à une cause commune. Une fondation, vous avez des personnes, des individualités, 1 ou 2 personnes, dans notre cas c'est un couple, qui décident de mettre à disposition ils choisissent une thématique et décident de mener cette thématique avec leurs fonds propres et leurs fonds personnels. Il n'y a pas de membres dans une fondation, à l'inverse d'une association.
Donc, et c'est souvent une erreur qui est commise. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc, la Fondation Adrienne et Pierre Sommer n'est pas forcément connue du grand public, même je suis presque persuadé qu'elle ne l'est pas. En revanche, elle est bien identifiée du secteur médico-social ou sanitaire pour différentes raisons. D'une part, parce qu'on informe pas mal à travers soit nos publications, soit les colloques que l'on fait régulièrement sur la médiation animale en général. On a aussi un volet d'action éducative envers les enfants, de sensibilisation à la présence de l'animal. Et puis, évidemment, le rôle le plus connu de la Fondation, c'est celui de mécène. Et donc, on finance chaque année plusieurs initiatives de médiation animale, quel que soit l'animal. Mais tout à l'heure, je vous montrerai quelques statistiques de nos appels à projets. Donc, voilà, notre rôle et notre identification dans le secteur de la médiation animale, c'est celui de premier mécène neutre et indépendant. Très bien. Et du coup, aujourd'hui, la situation de la Fondation, quelle est-elle par rapport précisément à la médiation équine? Là aussi, on va parler plus précisément de certains programmes que vous soutenez, mais quelle est la part prise par ce type d'investissement de la Fondation par rapport à la médiation animale? Parce qu'on est bien, attention, hein, dans la Fondation Sommer, on est bien dans la médiation animale, hein, au sens général. Tout à fait, tout à fait. Alors, on soutient, je le redis, les établissements médico-sociaux, sanitaires, villes, prisons, etc., en sachant que la plupart des établissements n'ont pas forcément les ressources ou les compétences en interne pour mener une activité de médiation animale, que ce soit canine, équine ou autre. Donc, c'est d'ailleurs même minoritaire quand un établissement a toutes les compétences et a tout sous la main. Donc, ils font régulièrement appel à des prestataires pour mener leur projet. Alors, je vais peut-être là partager l'écran et vous montrer les statistiques du dernier appel à projet. Alors, on va voir si ça fonctionne. Ça a l'air. Ça a l'air de fonctionner. Bon. Très bien. Ah, oui. Bon, alors, ce que je vous disais sur la fondation, bon, sensibiliser les enfants, mettre en lien les différents interlocuteurs ou financer les initiatives. Ce qui va nous intéresser, c'est l'appel à projet, les statistiques de l'appel à projet 2020, donc juste avant le confinement et pendant le confinement, on l'a poursuivi. Cette année, on a mené 2 appels à projet. Et depuis 3 ans, nous avons entre 2 et 3 appels à projets par an. Cela s'explique justement par une montée en puissance des initiatives et des candidatures auprès de la Fondation. Ça, c'est intéressant. C'est une information en soi, hein, effectivement. Voilà. Ouais. Alors, effectivement, quand les appels à projets de la Fondation ont commencé en 2003, il y avait peut-être 15 à 20 projets qui nous arrivaient. Et puis, au fur et à mesure, les candidatures ont augmenté. Les candidatures ont augmenté. On a eu autant des prestataires que des établissements, et au fur et à mesure, on a dû affiner nos appels à projets parce qu'on avait trop de demandes. Il y a une année, on a eu plus de 200 candidatures, on avait autant des maisons de retraite que des IME, que des foyers, que des hôpitaux, que des prisons. Donc on a décidé depuis 2 ou 3 ans de nous consacrer uniquement par population bénéficiaire. Donc ici, ce que je vous présente, ce sont les statistiques de l'appel à projet pour les personnes en situation de handicap. On en a eu un deuxième qui était pour les personnes dites en difficulté sociale, donc c'est plutôt le milieu des SDF, des prisons ou autres, ou les jeunes placés par l'aide sociale à l'enfance ou la protection judiciaire de la jeunesse. Ici, vous avez la répartition du nombre de projets qui nous ont été soumis par région. Et vous avez également les populations bénéficiaires en haut à droite, où vous avez, on voit que la majorité des demandes qui nous sont adressées, ça concerne le handicap, quel que soit le handicap, hein. On ne fait pas de distinction spécifique, ça peut être du handicap physique, psychique, mental, sensoriel, et majoritairement qui se partagent équitablement entre les enfants, adolescents et les adultes. Là, on est bien, Monsieur Albrecht, dans la médiation animale au sens large. Hein, là. Au sens large. Ouais, ce que je vous ai mis effectivement est uniquement pour le handicap. Hein. Là, 182 candidatures. Ce
qui est intéressant pour vous, je pense, en dehors de ces chiffres-là, c'est que sur le camembert du bas, vous avez la répartition des animaux. Et vous avez toujours deux grandes familles d'animaux qui sont sollicitées. Et ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas à travers toutes les années, tous les appels à projets, toutes les candidatures qui nous parviennent. Ce sont les chevaux et les chiens. Vous avez, alors les ânes sont des équidés, donc je vais apporter les précisions. Et quand on voit divers petits rongeurs qui représentent une part importante de 20%, c'est aussi à prendre avec une certaine précaution. Les petits rongeurs, les lapins, les cobayes, etc., n'interviennent très rarement et pratiquement pas de façon exclusive. Ils interviennent toujours avec les chiens. Donc, on peut compléter les chiens et les petits animaux ensemble. Les chevaux et les ânes aussi, c'est la même famille. Alors, j'ai plus à mon écran, j'ai plus la statistique des ânes. J'ai que les chevaux 27%, les ânes de tête, ça doit être. Ah, ils sont à 9. Ils sont à 9. Moi, je vois pas les chevaux. C'est 27, vous dites? Les chevaux, c'est 27%. Ouais. D'accord. Donc, vous voyez qu'on est sur un rapport d'équilibre entre les chiens et les chevaux. Donc ça, c'est quelque chose qui ne bouge pas au fur et à mesure des années. Et vous l'avez bien signalé tout à l'heure, que ce soit Marianne évidemment ou vous, c'est que quand la troisième fédération sportive du pays en termes de licenciés, qui est la Fédération française d'équitation, se penche aussi sur ces questions, c'est qu'il y a un vrai impact et qu'il y a un vrai développement et une reconnaissance de ce type de pratique. Excusez-moi, je peux vous interrompre parce que c'est passionnant votre schéma. Au niveau des… Bon, bien sûr, on va se focaliser sur les chevaux et les ânes. Est-ce que là, ça regroupe un petit peu tout? C'est-à-dire, est-ce que ça peut être du handi cheval ou est-ce que c'est vraiment de la thérapie? Est-ce qu'on rentre dans l'équithérapie là? Non, toutes thématiques confondues. La Fondation parle d'ailleurs rarement de thérapie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas ou qu'elle n'est pas mise en place. Nous avons choisi le terme de médiation animale, nous l'avons même promu. En 2008, on avait regroupé un certain nombre d'experts, dont les experts du cheval, mais pas que, pour trouver une définition neutre et inclusive des pratiques qui associent les animaux. Parce qu'il y a eu de nombreux, tout le monde est au courant de ce que je dis, il y a eu souvent des débordements en utilisant le terme de thérapie et des personnes qui se sont instituées ou nommées officiellement thérapeutes alors qu'ils ne l'étaient pas. Donc la Fondation, elle est toujours un peu en retrait par rapport à ça, elle est neutre, elle finance des programmes qui sont dits d'équithérapie, elle finance des programmes de médiation équine, des programmes d'activité sociale avec les chevaux, ça peut être de la réinsertion sociale avec par exemple des chantiers d'insertion, ça peut être effectivement de la thérapie avec des enfants autistes, ça peut effectivement, ce que vous avez abordé, les troubles post-traumatiques, commencent à apparaître en règle générale en médiation animale, mais encore peu visible. C'est-à-dire que on a vu M. Albrecht dans des visios précédentes que c'est quelque chose d'émergence dans le secteur lui-même du psychotrauma. L'enfance et le psychotrauma, au niveau des chercheurs, c'est très récent, hein, l'apparition et les études, donc c'est compréhensible, oui, bien sûr. Tout à fait. Donc on a commencé à le voir apparaître d'une part chez les militaires, mais de façon vraiment très isolée et un peu de façon cachée, et puis ça commence à grandir et ça commence à prendre sa place. Dans d'autres pays, je pense aux États-Unis, mais ça fait pas force de loi. Mais par exemple, dans l'État de New York, ils ont mis en place un programme avec l'université de l'hôpital de Columbia et des soldats qui revenaient d'Afghanistan et qui ont bénéficié de programmes de médiation équine. Mais ça s'est presque fait, je les avais rencontrés, et ça s'est presque fait, j'ai envie de dire, par hasard. C'est-à-dire que le centre équestre était à côté de l'hôpital et qu'il y a une personne, un médecin qui connaissait quelqu'un au centre équestre, et ça s'est fait comme ça, en fait. Donc, mais c'est souvent comme ça que les rencontres se font. Très bien, très bien. C'est vraiment très, très intéressant et effectivement, merci pour ce témoignage. Si vous voulez, on peut prolonger, puisque vous avez l'écran, si vous voulez diffuser les autres diapos, allez-y. Et puis, on reviendra bien sûr avec Madame Vidamant, parce que je sais qu'elle a beaucoup de choses très, très riches à partager aussi dans les programmes de recherche.
Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, c'était les exemples de coûts par bénéficiaire et par séance. Alors, en sachant que les programmes de médiation animale, de façon générale, la Fondation est très sensible à ce que, d'une part, il y ait un objectif qui soit déterminé de départ, qui peut évoluer en cours de route, mais un ou des objectifs, et que ce soit travaillé en équipe. Souvent, la fondation est sollicitée pour des informations ou d'autres types d'activités, enfin des informations ou savoir comment on met en place un programme de médiation animale. Et souvent, les gens disent, mais nous demandent avec quel animal je dois travailler avec les enfants autistes ou avec quel animal je dois travailler avec les personnes en prison. Et finalement, la question est pas forcément à poser dans ce sens-là. C'est-à-dire que j'ai une population dont j'ai la charge, je suis un professionnel de l'autisme ou un professionnel des personnes en difficulté sociale, et je veux travailler sur un aspect très spécifique qui va être, par exemple, la communication ou la réinsertion sociale. Et à partir de là, on va voir, bah, tiens, dans mon environnement, est-ce que j'ai de l'espace pour pouvoir travailler avec des chevaux ou avec ou plutôt des chiens? Est-ce que j'ai besoin, de quelle fréquence j'ai besoin pour travailler avec les personnes? Une fois par mois, ça va pas être suffisant, ça va être plus. Donc, on va élaborer un vrai projet avec des objectifs qu'on va ensuite décliner et on va voir où sont les compétences et comment on réunit les compétences. Et il se posera toujours en fait l'histoire du coût. Parce que tout ça n'est pas gratuit. Donc, vous avez des établissements qui font le pari de prendre en charge, des établissements sociaux, médico-sociaux, sanitaires, de prendre en charge ce type de pratique, mais ils peuvent pas forcément prendre de façon hebdomadaire. Donc, où ils ont les compétences en interne, on le disait au début, mais où ils ne les ont pas. Et donc, les chiffres que je vous présente là sur les coûts, ce sont des moyennes à travers aussi les candidatures qui nous parviennent. C'est-à-dire qu'on a une bonne vision d'ensemble de ce qui se passe sur le territoire. Et vous voyez que quand les séances de médiation canine, on a une moyenne de 25 € pour une séance d'1 heure à peu près, et que paradoxalement, les séances de médiation équine sont moins chères. C'est aux alentours de 12 €. Je vous ai mis le prix minimum et le prix maximum. Quand vous avez des chiffres hauts, que ce soit pour le chien ou pour le cheval, vous avez 120 € pour une séance avec le chien et 180 avec le cheval. Là, les gens indiquent clairement qu'ils font de la thérapie. C'est-à-dire que c'est presque de l'individuel, voire quasiment individuel. Et c'est une personne avec le cheval, une personne avec le bénéficiaire, qui accompagne le bénéficiaire, le thérapeute à côté. Donc là, on est vraiment sur des coûts importants qui sont pas forcément absorbables. Donc ça, c'est un vrai choix après qui est fait. Donc voilà les montants. En fait, pourquoi le cheval coûte entre guillemets aussi plus cher, j'entends en termes de séance, hein, je parle pas des soins qui sont nécessaires autour, mais c'est que de nombreux centres équestres en fait mettent à disposition leur cavalerie et soit ils ont le personnel pareil compétent, soit ils font intervenir, c'est un équithérapeute qui intervient et qui loue une cavalerie au sein d'un centre équestre. Les fermes pédagogiques, c'est vraiment particulier. Ils peuvent pas faire de coûts horaires. Enfin, ça voudrait pas dire grand-chose. Ils accueillent plutôt des groupes. Donc, ils vont accueillir un IME, 6 ou 7 jeunes qui vont venir sur une demi-journée ou une journée complète. Voilà pour les coûts. Donc, je vais peut-être laisser la parole parce que j'ai pas mal monopolisé jusqu'à maintenant. Oui, juste dernière petite question. Les équithérapeutes qui nous écoutent là, donc peuvent individuellement, au niveau de leur petite entreprise, solliciter un soutien en remplissant le dossier auprès de la fondation. Non, je vais faire des malheureux. Non, parce que justement, on a eu cette difficulté, mais vous soulevez un point, c'est que d'une part, quand je vous dis qu'on a presque 200 candidatures à chaque appel à projet, ce sont que des structures médico-sociales. Ce que souhaite la Fondation, c'est vraiment promouvoir le secteur de la médiation animale et qu'elle s'inscrive profondément et qu'elle soit pérenne. Donc pour ça, on a besoin des établissements médico-sociaux et sanitaires. Donc ce sont les établissements qui font appel, par exemple, à un équithérapeute qui nous écoute, et ils peuvent très bien monter ensemble en revanche un projet, c'est-à-dire que c'est l'établissement, mettons, c'est l'IME de votre département qui dépose un projet auprès de la Fondation, qui a passé un partenariat, qui a choisi son prestataire,
mettons le passage, et qui demande un financement pour pouvoir payer les séances au sein du passage. Alors nous, vous voyez, je me permets tranquillement de poser la question parce qu'on n'est pas concerné, puisqu'on ne fait pas de prestation de service, le passage, on est une association sans but lucratif. En revanche, ce n'est pas du tout envisagé, pour tout vous dire, au niveau d'une association comme le passage, et je vais parler peut-être au nom des associations. Une association peut-elle répondre à un appel à projet, aux appels à projets que vous montez, si effectivement elle associe des établissements médicaux? Alors j'imagine par exemple ce qui va nous intéresser peut-être un jour, ça va être l'évaluation de l'équithérapie, les effets de l'équithérapie sur des enfants souffrant de SPT. Est-ce que ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible? Pour l'instant, ça ne rentre pas dans le cadre de l'appel à projet. L'appel à projet, il faut vraiment le penser comme une pratique et pas comme une recherche. Très bien. Donc, c'est d'abord de la pratique. C'est vraiment du terrain. La recherche, c'est autre chose. Pour son 50e anniversaire, la Fondation va renforcer son rôle d'observatoire en essayant de faire un état des lieux de la médiation animale en France dans les établissements, de faire aussi un état des lieux des prestataires sur le territoire français, et on accompagne déjà la recherche à travers des doctorants, des labos, certains labos comme le CNRS ou autres, et on va se pencher aussi sur la question de la recherche. Mais voyez vraiment l'appel à projet comme une action de terrain. Et alors, dernière petite remarque, et puis vraiment, Madame, évidemment, c'est pas qu'on veut pas du tout vous donner la parole, mais je crois que c'est tout aussi riche ce qui nous attend avec vous, puisque j'ai vu ce que vous allez nous dire. Donc, mais j'ai vu que une orthophoniste nous a écrit, qui pratique l'équithérapie et qui a encadré un mémoire qui viendrait être récompensé par votre fondation. Donc, vous soutenez aussi à travers. Alors là, c'est le prix Marie-Claude Lebray. Tout à fait. Oui. Et donc, c'est formidable parce qu'on connaît ce mémoire, Alexandre, donc au niveau de… Alexandre Dubourg, oui. Voilà, c'est ça. Alexandre, je n'avais pas son nom là. Mais donc, vous récompensez aussi des petites publications, des travaux, c'est ça C'est ça, alors on le fait depuis plus d'une dizaine d'années. On a les doctorants, le travail de recherche avec le CNRS de Rennes, par exemple, en éthologie, mais pas que. On a des doctorants qu'on accompagne. Et puis, c'est toujours grâce aux appels à projets où on s'aperçoit que ceux qui demandent, effectivement, vous avez un établissement qui va demander et c'est validé par une direction. Mais souvent, sur le terrain, vous allez avoir des travailleurs sociaux, des orthophonistes, des psychologues qui sont au sein de l'établissement et qui vont demander, c'est eux qui portent le projet. Et c'est le rôle d'une fondation, c'est de sensibiliser aussi, et c'est de sensibiliser en amont dans les établissements de formation. Donc, quand il y a un institut de soins infirmiers ou un institut régional du travail social où vous avez des futurs professionnels qui se forment et qui prennent cette question-là de la médiation animale, on a voulu le valoriser pour aller encore plus en amont et pour que aussi au sein des établissements de formation, on soit de plus en plus ouvert à ça. Donc, majoritairement, ça a été toujours des jeunes femmes qui ont été lauréates, mais on récompense effectivement trois mémoires chaque année à travers le prix Marie-Claude Lebray, qui est la fondatrice d'Andy Chien, et le mémoire, enfin la jeune femme, la lauréate reçoit un chèque de 1 000 € et son mémoire intègre notre centre de documentation en ligne. Oui, vous encouragez, c'est très intéressant, vraiment, vous encouragez les vocations, quelque part, en tout cas, à se libérer certaines vocations qui peuvent vous demander un petit appui par rapport à une idée qu'elle pourrait avoir dans ses formations. Ouais, c'est vraiment très intéressant. Tout à fait, c'est le rôle d'une fondation, c'est de promouvoir un secteur, donc vous le comprenez bien, on agit pas forcément pour des individualités, mais pour un ensemble. Et les jeunes femmes, lors du prix Lebray, disent souvent qu'elles ont eu, encore maintenant, quand on les réunit pour le prix, elles ont beaucoup de mal à faire valider leur projet auprès de leur directeur de mémoire. Elles doivent encore se bagarrer pour valider ce type d'initiative. D'où le rôle de la Fondation, justement, de mettre en lumière ce qui existe. Ben merci Marianne, évidemment. Ben on a hâte de découvrir aussi quelques programmes et quelques exemples que l'IFCE soutient à travers la médiation équine à visée thérapeutique. Je précise que je vous ai
pas découvert à Hennebont, puisque je n'y étais pas en 2019 dans ces rencontres mais par contre, j'ai vu les publications, c'est tout à fait remarquable, je tiens à le dire vraiment. Vous faites un travail à l'IFCE remarquable de mobilisation d'intelligence autour de l'équithérapie. Et puis, il y a eu malheureusement des rencontres cette année qui devaient avoir lieu en Vendée, c'est ça, là où je devais y aller. Pompadour. À Pompadour, tout à fait, merci. Et là, bon, confinement oblige, tout a été annulé et transformé en virtuel. Voilà. Mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples, effectivement, de soutien d'action de l'IFCE en matière d'équithérapie? Oui, alors juste une remarque par rapport au prix de Boris Albrecht sur les sciences équines. Nous, on a une étude technico-économique qui vient de sortir et qui vient d'être mise sur Internet, et les prix sont plus élevés quand même. Hein. Voilà, ah oui. Oui. Hein, c'est plutôt 16 à 25 euros quand les personnes sont en groupe, et puis 29 à 43 suivant la qualification en fait. Oui, au lieu de 12 euros comme indiqué. Voilà, c'est ça. Alors, pour ce qui est des différentes actions que l'IFCE porte par rapport à la médiation équine, bon, donc vous avez parlé de ces rencontres qu'on essaye de faire tous les 2 ans avec les socioprofessionnels, avec un appel à candidature sur un texte. Voilà. Et donc, le prochain aura lieu dans 2 ans. On a écrit on a coordonné un livre que je vous montre ici qui s'appelle La médiation équine, qu'en pensent les scientifiques, en 2018, en mobilisant les auteurs en France sur différents sujets, dont un chapitre sur le PTSD écrit par Patricia Faure et Madame Prieto. Que nous avons eu donc à une séance. Voilà, qui a passé au passage il n'y a pas longtemps. Donc, je parlais aussi de cette étude technico-économique sur l'offre, sur les activités en termes de médiation équine. Donc, il y a un rapport complet sur Internet, plus parce que c'était basé sur une enquête et sur la visite de 12 structures, soit d'équitation adaptée, soit de médiation équine, ou des deux, puisque finalement, on s'est rendu compte que c'était souvent il y avait plus d'établissements qui proposaient les deux que des établissements qui proposaient les activités séparément. Et une petite analyse donc économique de rentabilité. Donc, il y a 12 fiches correspondant à ces 12 structures, également disponibles sur Internet, quelque part sur le site de l'IFCE. Et d'ailleurs, nous avons le pendant de cette étude en route avec le même cabinet conseil qui s'appelle Itinéré sur la demande. Et donc ça, c'est une étude qui va finir en décembre 2021 et qui est en cours. La demande de médiation équine à visée thérapeutique, hein, on précise bien, c'est ça? La demande en médiation équine, tout confondu. Pas forcément thérapeutique, d'accord. Voilà, c'est ça. Donc, ça va être basé essentiellement sur l'analyse de 6 bassins de vie ou de 6 départements, ça dépend un peu des régions, voilà, dans différentes sortes de régions, des régions très rurales ou au contraire des parties très urbaines. Très urbaines, voilà. Et puis, donc, ce pourquoi je pense je suis là aujourd'hui, c'est donc le soutien à la recherche. Hein, puisque donc, nous avons un appel d'offres annuel sur tous les sujets qui concernent la filière équine. Et donc, la médiation équine et pratiquement tous ces aspects sont dans les sujets qui sont finançables. Alors, pour cela, il faut que la personne qu'elle soit rattachée d'une façon ou d'une autre, en collaboration ou elle-même faisant partie d'une équipe de recherche ou d'enseignement supérieur. Ou peut-être, attendez, parce que j'ai écrit ça quelque part.
Il faut Un préciser qu'il y a le organisme de ministère de développement. l'Agriculture, hein, c'est ça qui est associé. Hein. Le ministère de l'Agriculture, j'ai vu qu'il est associé à cet appel à projets. Le ministère de l'Agriculture nous donne également de l'argent en plus. Hein. C'est 1,4, enfin 1400, ah oui, 1,4 million d'euros C'est ça. qui sont distribués chaque année sur les différents sujets. Sur 10 programmes, c'est ça, hein, si je me Ah non, souviens bien? non, le nombre n'est pas limité. Ah, d'accord. Le nombre n'est pas limité. C'est en fonction de l'intérêt. Donc, c'est comme M. Albrecht, quoi. On reçoit beaucoup de projets. Je ne peux pas vous dire exactement le nombre parce que ce n'est pas moi qui suis secrétaire de ce conseil scientifique. Donc, chaque projet est évalué par des experts scientifiques et par un conseil de socio-professionnels. Parce qu'en fait, la mission de ce conseil scientifique est de favoriser le développement de la recherche appliquée. Donc, il y a, je pense, autant de points, entre guillemets, pour un projet de très bonne qualité scientifique. Et il faut aussi que les socioprofessionnels trouvent un intérêt dans le débouché de cette recherche. Quel est le pourcentage de financement par rapport à un projet qui est déposé, vous le savez? Quel est le plafond du financement? Le plafond financier? Oui, c'est du 80%, 50%. Ah non, vous me parlez du taux de réussite? Non, du financement lui-même, c'est du 100%. Ah, non, c'est pas du 100%. Ah, d'accord. Donc, c'est forcément avec un cofinancement. 80% peut être financé par l'IFCE, mais il faut trouver les 20% restants. Très bien, oui, très bien. Voilà. Et pour tous les organismes publics, les salaires ne peuvent pas rentrer dans le montage. Il n'y a pas de valorisation à ce niveau-là. En cofinancement. Par contre, si c'est des structures privées, les salaires des personnes peuvent rentrer dans les 20%. Voilà, c'est classique, d'accord. Est-ce que vous pourriez nous citer quelques exemples, d'ailleurs je demanderai aussi à M. Albrecht, quelques vraiment exemples de programmes qui ont été déjà soutenus et validés. Je parle de la médiation équine à visée thérapeutique, l'équithérapie. Oui, alors là, tout à fait. Donc en fait, par exemple, et là je vais lire mon papier, hein, je suis désolée. Donc les projets qui ont été retenus pour 2020. La médiation équine dans l'interaction, donc l'École nationale supérieure de Lyon. Je ne peux pas vous donner plus de détails. Non, mais c'est très bien. Effet de l'hypothérapie sur la rééducation de la marche de patients cérébraux lésés, déposé par les Herbiers de Rouen, le centre de rééducation. Évaluation de l'efficacité d'un programme de médiation équine sur l'adaptation psychosociale des patients adultes suivis en psychiatrie, hôpital de Dreux. C'est un programme qui a pris beaucoup de retard parce que ils ont eu des soucis avec un comité d'éthique. Et donc, je crois que ça a pris 2 ou 3 ans de retard. Approche neuropsychologique de la thérapie émotionnelle et cognitive assistée par le cheval chez le sujet âgé et dépressif. Donc là, c'est Catherine Padovan et Patricia Faure sur Lyon. Bien-être des équidés en médiation, donc une thèse chez Marine Grand-Georges à l'Université de Rennes, qui va finir en 2021. Impact d'un programme de médiation équine standardisé sur l'évolution du profil psychocomportemental d'adultes traumatisés crâniens. Il s'agit d'un programme avec l'hôpital de la Mus dans le 27. Et puis, médiation équine et maladie d'Alzheimer. C'est un programme que je conduis, enfin auquel je participe un peu, avec Valérie Penquin, Nathalie Bailly de l'Université de psychologie de Tours, et puis donc ma collègue Patricia Eco, ainsi que Carole Yvon Galou de la FFE et la Pointe de France Alzheimer. Très bien, merci. Je vais me tourner virtuellement vers M. Albrecht. N'hésitez pas, je crois que tout le monde écoute très attentivement, mais n'hésitez pas à réagir. Il nous reste, je tiens à le dire quand même, ça passe très vite, il nous reste 10 minutes. Monsieur Albrecht, est-ce que vous pourriez nous donner quelques exemples de programmes liés cette fois à l'équithérapie soutenus par la Fondation
Ouais, je vais encore partager l'écran. Je voulais dire que c'était important, Marianne évidemment l'a nommé, et c'est la première étude qui a lieu en ce sens que soutient l'IFCE, c'est le bien-être de l'animal, le bien-être des Très bien. équidés en médiation. Et c'est quelque chose qui est pareil, qui n'a pas encore été traité, très peu. En tout cas, je pense que l'IFCE, ils sont les premiers au niveau du cheval à faire ça. Et c'est capital parce que on demande, enfin les professionnels demandent beaucoup aux animaux et qu'on n'a pas encore su et pu évaluer leur bien-être ou leurs difficultés. Et c'est vraiment quelque chose Alors, de le très docteur positif. Laurence Amery rapporte des publications scientifiques à l'international qui montrent effectivement les bienfaits auprès des équidés de l'équithérapie avec les enfants autistes, hein. Donc, il y a eu des publications, mais certainement pas en France, oui, effectivement. Alors, je vais repartager l'écran. Allez-y. Euh, J'espère que vous avez le droit. Attendez, oui, c'est bon. Parfait. Juste, je vous ai mis deux photos en fait, et je vais pas détailler, mais je vous ai mis la photo d'un programme qu'on a soutenu qui n'existe plus aujourd'hui, et un programme qui existe toujours. Ce programme, cette image qui est assez forte, c'est la prison d'Arles, c'est la centrale d'Arles, et le programme s'appelait Des Camargues et des Hommes. Et c'était un programme qui était extrêmement bien conçu, parce que on travaillait sur on travaillait en fait sur faire sortir les détenus les plus isolés en centrale. Donc en centrale, je rappelle, ce sont des détenus de longue peine. Il n'y a pas de surpopulation carcérale en prison centrale, mais les personnes qui y sont là pour 15, 20, 25 ans. Et l'idée de ce programme était de sortir de l'isolement les personnes les plus éloignées des activités de la prison qui étaient proposées et du soin. Et donc le cheval, les activités avec les chevaux étaient cette passerelle et cette transition vers le soin. Donc il y avait tout un programme qui a été, j'ai suivi de très près. On avait fait une analyse d'ailleurs dessus, je crois qu'il est sur notre site, sur ce dispositif des Camargues et des Hommes. Et le programme se déroulait en 3 temps. Le premier, c'était informer les détenus de la venue potentielle de chevaux et de travail avec les chevaux. Il n'y a jamais eu de travail de monte. Ça a été que d'un travail coopératif avec le cheval ou dans la cour qu'on voit qui est une cour sablée. Et c'était le lien avec le cheval et faire réaliser un parcours au cheval à pied. Ça, c'est quelque chose qui se préparait avant. Pendant, il y avait vraiment un moment fort où il y avait des détenus qui avaient déjà participé à l'activité, qui devenaient des détenus pairs, PAIR, et qui faisaient participer les nouveaux détenus. Les séances étaient filmées, elles étaient retravaillées avec le psychologue qui menait cette activité, plus les responsables de la détention, plus les psychiatres. Et ensuite, il y avait une restitution en groupe et en individuel auprès des détenus. Et ça a eu des résultats extrêmement positifs. Il y a eu une publication aussi, Albrecht, là-dessus, un rapport, des choses qu'on pourrait partager. Alors, vous avez sur notre site, quand vous allez en page d'accueil, il doit y avoir nos cahiers et brochures, et vous avez le document des Camargues et des Hommes où on a fait une double étude psychologie et philosophie qui reprend et qui détaille ce programme-là. Et puis, il y a un doctorant de la fondation qui s'appelle Christopher Valente, qui vient de chez vous d'ailleurs, qui est de votre région et qui a suivi aussi ce programme de près. Donc, il y a ça et je retrouverai à l'occasion, je vous repasserai des liens sur ça. Très bien. Donc ça, c'est un programme qui s'est arrêté. Les objectifs étaient très clairement détaillés. Le programme s'est arrêté aussi parce que c'est la vie des programmes de médiation animale. C'est que le programme a vécu sur 2 directions différentes d'établissement. C'est-à-dire que les directeurs de prison tournent entre tous les 3 et 5 ans, et qu'il y a eu 2 directions qui étaient totalement partantes parce qu'elles ont vu tout l'intérêt pour les détenus, mais aussi pour l'apaisement au sein de la détention. C'est-à-dire c'est des choses
quand on est à l'extérieur de la prison, dont on n'a pas forcément conscience, mais il y a une tension permanente extrêmement forte entre les détenus entre eux. Et les détenus se jugent entre eux. Et on avait réussi à sortir, enfin je dis on a, parce que j'étais présent, mais je n'y suis pour rien. Il y avait un détenu qui était à l'isolement depuis 25 ans, qui ne voyait absolument personne et qui a pu sortir de cet isolement parce que justement il y avait l'activité avec les chevaux et qui a totalement craqué le jour où il y a eu l'activité. Il était en larmes. C'est la première fois qu'il retrouvait, qu'il se reconnectait à du vivant en fait. Donc il y avait ce programme-là. Et puis, il y avait un autre programme qui est toujours en cours, parce que j'aurais pu mettre Patricia Faure, mais j'ai vu que vous l'avez effectivement déjà interviewé, donc le collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle, qui est basé au Mans, et là où, pareil, ce sont des jeunes en difficulté scolaire, pas forcément avec des troubles très, très importants, mais des troubles de la confiance en tout cas, et où on a vu que le programme qui au départ était pour quelques enfants, pour les raccrocher au dispositif scolaire dans les meilleures conditions et apprendre à apprendre, en fait, comprendre comment on peut en tant qu'individu apprendre un savoir qui n'est pas acquis. Et ça s'est fait. Il y a eu plusieurs professeurs qui se sont la professeure de français, de philosophie, de maths, qui se sont réunis et qui ont décidé de travailler. Ils avaient de l'espace, ils avaient le moyen d'accueillir des chevaux. Elles ont commencé à monter le programme d'abord au sein de l'école, entre elles, et puis elles ont fait appel après à une équithérapeute qui est venue rejoindre en fait le dispositif et qui a renforcé le côté thérapie. Ce qui est intéressant dans ce programme aussi, c'est que vous avez finalement le programme a totalement débordé le collège en tant que tel. C'est-à-dire au départ, vous aviez peut-être une petite dizaine d'élèves et tous les autres élèves ont été entre guillemets jaloux de ce qui se passait et ils ont fait profiter tout l'établissement. Et ce qui est extrêmement positif aussi, quand on voit qu'un programme fonctionne bien, c'est que quand vous rendez au sein de l'établissement, vous avez autant les responsables du programme pratiquement qui sont sur le terrain avec les élèves qui sont au courant, mais vous avez aussi le cuistot qui est au courant, que le directeur, que la femme de ménage. Ça montre qu'il y a une très grande synergie et donc que l'information a bien circulé. Et donc là aussi, voilà, tous les enseignants ont utilisé en fait la présence du cheval pour travailler les mathématiques, pour travailler le français, les maths parce que on devait passer des devis pour le foin, pour la nourriture des chevaux, pour les piquets. Le français, c'était comment on passe le devis, etc., etc. Donc, au-delà de l'aspect thérapeutique, il y a vraiment une dimension qui s'est développée sur tout l'établissement. Voilà, c'était les deux projets que je voulais partager avec vous. J'en connais dans l'auditoire qui auraient rêvé d'avoir ça dans leur école, hein, ça c'est sûr. Merci, oui, voilà, très original. On voit bien toute la diversification qui existe dans les soutiens, le sérieux. C'était vraiment l'objectif de ce soir, c'est de montrer que l'équithérapie, dit rapidement, c'est pas du bricolage. Alors ça peut l'être malheureusement, mais c'est pas du bricolage, c'est quelque chose de très marginal. Il y a vraiment un accompagnement de la part d'organisations comme les vôtres qui sont très très sérieux, qui sont étudiés avec des comités scientifiques sélectionnés. Il y a des rapports, des publications, et c'est de cela qu'il faut absolument se servir pour avancer. Donc, je rappelle aussi que nous avons toujours l'objectif de réaliser et de programmer le séminaire que nous avions programmé au mois de juin dernier, qui donc a été décalé début février. On attend de savoir toujours dans quel contexte on sera pour ce début d'année, mais en tout cas… la réponse dans une heure, je ne suis pas sûr qu'on ait la réponse. Voilà, je disais en rigolant, je remercie M. Macron d'avoir décalé d'une heure son intervention pour nous laisser faire notre visioconférence. En tout cas, bon, l'objectif est vraiment très clairement, nous, je le répète, je l'ai dit au début, de mesurer la pertinence de monter un programme d'évaluation, quelque chose qui permettrait effectivement de commencer à vérifier la pertinence des équidés pour soulager des jeunes et des enfants
qui souffrent d'un état de stress post-traumatique. Et on peut craindre qu'avec le prochain déconfinement, on le sait, le premier déconfinement, M. Garcia nous l'a confirmé, a provoqué une vague chez les enfants de psychotrauma, hein, de véritables troubles en tout cas. Et on peut craindre que ce deuxième confinement répète un petit peu cette situation. En tout cas, moi, je voulais vous remercier. Alors, il y a le docteur Amaury qui nous dit dans le chat, M. Albrecht a parlé des débordements par rapport au terme thérapie. De plus en plus de personnes souhaitent se former et pratiquer l'équithérapie sans avoir une formation de base dans un domaine sanitaire ou médico-social. Qu'en pensez-vous? Y a-t-il pas un risque pour la reconnaissance et la validation de l'équithérapie? Alors, je salue Laurence Amaury et je la remercie de sa question. On s'était rencontrés il y a quelques années déjà et on l'avait fait intervenir lors d'un colloque qu'on avait consacré au cheval. Elle a totalement raison et c'est la raison pour laquelle la Fondation ne finance plus que les établissements médico-sociaux ou sanitaires. C'est-à-dire qu'on a la garantie, que le projet est porté par une équipe et qu'il y a des bornes qui sont mises et que un établissement, s'il s'aperçoit que son prestataire n'est pas forcément adapté ou a survendu ses qualités ou ses compétences, peut très bien changer de prestataire en cours de route. Nous, ça nous pose pas de problème, mais c'est pour ça qu'on veut que ce soit les établissements qui portent, en fait, parce que on va avoir cette reconnaissance-là, et effectivement, on peut pas avoir toutes les compétences sous la main, mais il y a cette tendance de jeunes générations, pas que, mais ou de personnes qui sont dans des reconversions professionnelles, qui se disent je voudrais faire du bien, j'ai fait de l'équitation et je vais essayer de soigner les autres. Il faut toujours être très très clair sur son positionnement personnel avant d'aller essayer d'aider les autres personnes. Et c'est bien pour ça qu'on parle, nous, à la Fondation, de médiation plus que de thérapie en règle générale. Oh, c'est très clair. Ouais. Est-ce que, Madame, évidemment, peut-être prendre une petite minute de débordement, mais j'aurais aimé vous poser la question à tous les deux en réalité, mais c'est à quoi on peut aspirer, peut-être avec l'IFCE, voir quel débouché on peut imaginer autour de l'équithérapie. Est-ce que vous avez vous-même, à titre personnel, parce que je sais que vous êtes très motivé à titre personnel par ce sujet-là, est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez voir aboutir de précis? Je ne comprends pas très bien votre question. Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un programme qui puisse faire avancer le secteur de l'équithérapie dans un domaine bien précis, ou est-ce que vous accompagnez tout ça de manière plus globale et générale? Enfin, mon travail, c'est vraiment d'être global et général, en fait. Hein. Oui, mais je parle à titre personnel. Non, non, d'abord, enfin, tout m'intéresse et puis, non, franchement, j'ai pas de sujet. Il n'y a pas de sujet privilégié chez vous, d'accord. Bon, non, parce que j'ai pas, bon, moi je pratique pas à titre personnel, hein, donc j'ai pas de. Et puis, en tout cas, moi, je voulais vous remercier tous les deux, vraiment déjà pour votre disponibilité. Je sais que c'est pas simple, hein, vous êtes très occupés. Et ça a été. Quand même, hein, on est un peu coincé chez nous, hein. Oui, mais généralement, bon, on a quelques dossiers, on a un peu de travail oui, quand même. Mais bon, à la limite, bon. Et puis, bon, il est tard, mais en tout cas, ça a été un vrai plaisir. Moi, personnellement, j'espère que c'était le cas de tout le monde. J'ai vu qu'il y avait Esther aussi depuis le Québec qui était avec nous, et donc depuis Israël avec Laurence, que je salue. Et j'espère… Je salue aussi parce que j'avais rencontré Laurence à Dublin. Donc, voilà. Ah, d'accord. Je la connais, un petit peu. Eh bien, en tout cas… on va tout mettre sur YouTube si tout va bien, comme on l'a dit. Et puis, on se retrouvera pour la dernière visio de l'année, comme j'ai dit, dans 14 jours avec des équithérapeutes comme Sandrine, donc j'ai cité, qui était avec nous ce soir, Sandrine Pinault. Et eh bien, merci. Et on espère vous retrouver en virtuel ou en présentiel. Bien sûr, on verra ça avec vous de concert pour notre séminaire et puis aussi pour… des événements et peut-être on sera avec grand plaisir, on relaiera les 50 ans de la Fondation Sommer, Monsieur Albrecht, parce que ce que vous faites est très précieux et vous avez été très clair. Je n'ai pas vu le temps passer, vraiment, donc merci à vous et puis à très vite alors. Bon courage pour la suite.
Merci et bon courage à tous. Au revoir à Merci, tous. bonne soirée. Au revoir.